Pour tout dire, la convergence, le caractère illustratif de ce que je suis en train de vous montrer pour l'instant, en vous citant ce passage de Sade, c'est non pas que ce que Freud nous apporte soit, en soi, une notion d'aucune façon justifiable scientifiquement, c'est pour vous faire toucher du doigt qu'elle est du même ordre que le rêve, ou le système, comme vous le voudrez, du pape Pie VI dans Sade. Que comme dans Sade, cette notion de la pulsion de mort comme telle est une sublimation créationniste, qu'elle est liée à cet élément structural qui fait que, dès lors que nous avons affaire à quelque chose, quoi que ce soit dans le monde, à quoi nous avons affaire sous la forme de la chaîne signifiante, il y a quelque part, mais assurément hors du monde de la nature, quelque chose que nous devons, que nous ne pouvons que poser comme l'au-delà de cette chaîne signifiante, l'ex nihilo sur lequel elle se pose, elle se fonde, elle s'articule comme telle. En d'autres termes, je ne suis pas en train de vous dire que la notion de la pulsion de mort et de l'instinct de mort dans Freud ne soit pas en soi quelque chose de très suspect, d'aussi suspect et je dirais presque d'aussi dérisoire que cette idée de Sade. Réfléchissez-y. Ces idées mesuraient quelque chose d'aussi, après tout, pauvre et misérable que tous les crimes humains qui puissent en quoi que ce soit collaborer, si je puis dire, ni en bien ni en mal, au maintien de quelque chose d'aussi cosmique que la Rerum Concordia Discourse. Et c'est doublement suspect, car en fin de compte, cela revient, et c'est comme cela que nous lisons l'au-delà du principe du plaisir, à substituer à la nature un sujet. Et un sujet tel que de quelque façon que nous le construisions, ce sujet, il va se trouver avoir en quelque sorte pour support un sujet en tant qu'il sait, Freud, dans l'occasion, puisque c'est Freud qui découvre cet au-delà du principe du plaisir. Alors que précisément Freud est cohérent avec lui-même, ce qu'il indique là, à l'horizon de notre expérience, ce dont il s'agit, c'est du dernier terme dans un champ où précisément le sujet, s'il subsiste, est incontestablement, et c'est là tout le sens, tout le nerf de l'investigation freudienne, le sujet en tant qu'il ne sait pas, en un point d'ignorance limite, sinon absolue. Je ne dis pas non plus qu'en ce point de la spéculation où nous arrivons, les choses aient même encore un sens. Je veux dire simplement dans quelle perspective cette articulation de la pulsion de mort dans Freud est suspecte. C'est tout ce que je veux dire. Je n'avance rien de plus. Elle n'est ni vraie, ni fausse. Elle est suspecte. Mais il suffit qu'elle ait été, pour Freud, nécessaire, qu'elle le ramène en une sorte de point d'abîme, de point foncièrement, radicalement problématique, pour être révélatrice d'une structure du champ. De ce point que je vous désigne alternativement comme celui de l'infranchissable, ou ce point qui est aussi bien celui de la chose, et où Freud déploie la sublimation comme concernant l'instinct de mort, en tant que cette sublimation est foncièrement, fondamentalement, une sublimation créationniste. Et c'est là aussi que gît le vif, le nerf de cet avertissement qui est celui où plus d'une fois je vous ai donné le ton et la note, qui est celui-ci,
Méfiez-vous du registre de la pensée qui s'appelle évolutionniste. Méfiez-vous-en pour 2 raisons. Ce que je vais vous dire là, peut-être, c'est beaucoup plus apparent que réel comme dogmatisme. La première, c'est qu'il y a, quelles que soient les affinités historiques, la contemporanéité du mouvement évolutionniste et de la pensée freudienne, contradiction fondamentale entre les hypothèses de l'évolutionnisme et de la pensée freudienne. Ce que j'essaie pour l'instant d'articuler devant vous, c'est quelque chose qui vous montre la nécessité d'un point de création ex nihilo pour qu'en sorte, en naisse ce qui dans la pulsion est à proprement parler historique. Au commencement était le verbe, ce qui veut dire le signifiant. Sans le signifiant, au commencement, il est impossible d'articuler la pulsion comme historique, et c'est ceci qui suffit à introduire la dimension de l'ex nihilo dans la structure du champ analytique comme tel. La seconde raison pourra vous paraître paradoxale, mais c'est pourtant une raison qui, en tout cas à mes yeux, dans le registre de ce que j'ai déployé devant vous, est essentielle. C'est que la perspective créationniste comme telle est la seule qui permette d'entrevoir comme possible, pour une pensée qui se déroule, qui se développe, l'élimination radicale de Dieu comme tel. Paradoxalement, c'est dans la perspective créationniste, et c'est la seule, que peut s'envisager l'élimination toujours renaissante de l'intention créatrice comme supportée par une personne. Elle est concevable pour autant que dans le domaine du commencement absolu, désigné comme celui qui marque la distinction, l'origination de la chaîne signifiante comme un ordre distinct. Elle est concevable dans la pensée évolutionniste, simplement Dieu, pour n'être nommable nulle part, est littéralement omniprésent. Une évolution qui s'oblige elle-même à déduire le mouvement ascendant qui va arriver jusqu'au sommet de la conscience et de la pensée, d'un processus continu, et implique forcément que cette conscience et cette pensée étaient à l'origine. C'est seulement dans une perspective qui comporte la distinction du mémorable et du mémorisé comme tel, comme étant une dimension qui doivent être distinguées, c'est seulement dans celle-là que nous ne nous trouvons pas faire perpétuellement cette implication de l'être dans l'étant, qui est au fond de la pensée évolutionniste. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, ça n'est pas qu'il est impossible de faire sortir ce qu'on appelle la pensée, quand on l'identifie à la conscience, d'une évolution de la matière. Ce n'est pas cela qui est difficile. Ce qui est difficile à faire sortir d'une évolution de la matière, c'est tout simplement l'homo faber, la production comme telle, le producteur comme tel. C'est en tant que la production est un domaine original et un domaine de création ex nihilo, pour autant qu'il introduit dans le monde naturel l'organisation du signifiant, c'est pour autant qu'il en est ainsi que nous pouvons effectivement trouver la pensée, et non pas un sens idéaliste comme vous le voyez, mais la pensée dans sa manifestation, sa présentification dans le monde. Nous ne pouvons la trouver que dans les intervalles du signifiant. D'où sort cette notion, cette perspective du champ que je vous appelle le champ de la chose? Ce champ où se projette quelque chose au-delà, à l'origine de la chaîne signifiante. Ce lieu où est mis en cause tout ce qui peut être,
ce lieu de l'être où se produit ce que nous avons appelé le lieu élu de la sublimation, dont Freud, au maximum, nous présente l'exemple le plus massif, ce lieu de l'œuvre que l'homme singulièrement se met à courtiser. Et c'est pour cela que le premier exemple que je vous ai donné dans mon énoncé cette année a été emprunté à ce qu'on appelle cette élaboration de l'amour courtois. Avouez que placer en ce point d'au-delà une créature comme la femme est vraiment une idée incroyable. Ce n'est pas, certes, en articulant les choses ainsi, que je porte sur ces êtres particuliers d'aucune façon un jugement dépréciatif. Que les personnes ici se rassurent. Dans le contexte culturel qui est le nôtre, pour être placé à la place de l'au-delà du principe du plaisir et de l'objet absolu, elles ne risquent rien. Qu'elles retournent donc à leurs problèmes qui sont bien du même ordre et homogènes, aussi pénibles que les nôtres. La question n'est pas là. Si cette idée incroyable a en effet pu venir de mettre la femme à cette place, à la place de l'être, ça n'est bien évidemment pas en tant que femme, mais en tant qu'objet du désir. Et c'est précisément ce qui fait tous les paradoxes de ce fameux amour courtois, autour duquel les gens se cassent la tête en y apportant toutes les exigences d'un amour qui n'a bien évidemment rien à faire avec cette sublimation historiquement datée, c'est qu'ils ne peuvent pas arriver à concevoir comment tout ce que nous avons dans les attestations de cet amour courtois comporte cette fièvre, voire cette frénésie si manifestement coextensive au domaine du désir vécu, et d'un désir qui n'a rien de platonique. Et ceci, conjugué, c'est ce qui fait pour les historiens, j'entends eux tous tant qu'ils sont, poètes ou historiens, qui se sont attaqués au problème, ceci conjugué avec ce fait tout à fait manifeste dans les productions de la poésie courtoise, que l'être auquel le désir s'adresse n'est manifestement rien d'autre, il ne peut pas non plus là-dessus y avoir de doute, par le contenu des textes, que ce que j'appellerais, dans un terme qui est tout à fait homogène à notre discours, un être de signifiant. Le caractère tout à fait inhumain de l'objet de l'amour courtois éclate, saute aux yeux, est trop clair pour qu'un de ces poètes, dévorés de tous les signes d'un amour qui a pu conduire certains à des actes qui sont tout près de la folie, ceci s'adressait à des êtres qui étaient à la fois, bien sûr, des êtres nommés, des êtres vivants, mais qui n'étaient pas là, bien entendu, dans leur réalité d'aucune façon, dans leur réalité charnelle, dans leur réalité historique. C'est peut-être déjà quelque chose d'autre à distinguer, en tout cas dans leur être de raison, du signifiant. C'est bien d'ailleurs ce qui situe, ce qui donne son sens à cet extraordinaire texte dont je vous ai donné lecture, à savoir cette extraordinaire suite de 10 du poète Arnaud Daniel. La réponse de la bergère au berger, la femme qui, de sa place, pour une fois répond, et au lieu de suivre le jeu, avertit le poète à ce degré extrême de son invocation au signifiant, de la forme qu'elle peut prendre en tant que signifiant.